Je vais maintenant présenter nos intervenants. Je suis Grégoire Lurton, je travaille à Blue Square et j'ai le plaisir de présenter nos trois intervenants pour cette séance. Tout d'abord, nous allons entendre le docteur Boukari Ouadrouago du Burkina Faso qui nous parlera du renforcement des capacités pour les systèmes d'information au Burkina Faso. Puis Moussali de JSI nous parlera des outils pour visualiser les données pour le paludisme. Puis nous aurons Aaron Fang qui parlera de l'amélioration de la qualité des données pour les systèmes d'information de santé. Puis, Karen Grépin, docteur Karen Grépin, professeure associée de l'école de santé, la faculté de santé publique de l'Université de Hong Kong. Sans plus attendre, je présente le docteur Boukari Ouedraogo qui parlera du renforcement des capacités pour le Burkina Faso. Et je vais faire la présentation en français, mais les slides sont en anglais pour permettre aux uns et aux autres notamment que chacun puisse se retrouver. Ceci étant, moi, c'est Dr. Ouedraogo, je suis le directeur du système d'information et je vais aborder la thématique en rapport avec l'amélioration du contrôle de la qualité des données, plus particulièrement l'expérience du Burkina Faso en matière de stratégie de renforcement des compétences. Bon, ça, c'est juste une cartographie pour montrer un peu, donner la cartographie du Burkina Faso. Il faut dire que le Burkina a une superficie de 274 000 km² avec une population estimée à 20 millions, à 500 000. Et ce qui est également important, il faut dire que nous avons 13 régions sanitaires et ces 13 régions sanitaires ont été subdivisées en 70 districts sanitaires. Et en termes de formation sanitaire périphérique, ils sont au nombre de 2000 à 2500. Et voilà, pour commencer, il faut dire que au niveau de l'organisation du système de santé du Burkina Faso est pyramidale, un peu comme l'ensemble des systèmes de santé de tous les autres pays. Et également, mais pour ce qui concerne spécifiquement la surveillance, dont le paludisme fait partie des maladies qui est sous surveillance au niveau du Burkina. De cette maladie, il faut dire que depuis le niveau communautaire, jusqu'au niveau centre de santé, au niveau district et au niveau des districts sanitaires, au niveau région, jusqu'au niveau central, les données du palier en termes notamment de prise en charge et de capitalisation des informations sont collectées depuis ce niveau-là jusqu'au niveau central. Et il faut noter également, dans le cas d'un continuum de soins, le ministère de la Santé a mis en place un certain nombre de stratégies qui priorisent l'amélioration de la santé de la population en faisant de telle sorte que le paludisme puisse avoir une prise en charge dont certains sont gratuits, notamment si on prend les enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes. Également, comme effort de renforcement de cette surveillance au niveau du Burkina Faso, il faut dire que en plus de la surveillance des événements, de la surveillance basée sur les événements, dont il y a une forte contribution des agents de santé à base communautaire. Il y a également des surveillances sentinelles, mais dont le paludisme ne fait pas partie, c'est d'autres pathologies telles que l'influenza, les arboviroses. Pour ce qui concerne plus particulièrement les maladies sous surveillance, dont le paludisme, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en œuvre pour capter ces données. Il y a les données qui sont transmises chaque semaine à travers les télégrammes lettres hebdomadaires officiels qu'on appelle communément à TELO. Et il y a également la plateforme DHIS2 qui est utilisée. Et il y a également d'autres plateformes que je vais vous présenter à la diapo suivante. Voilà. Cette diapositive, c'est juste pour, toujours dans l'introduction, vous donner une cartographie des applications de gestion des données, dont le paludisme particulièrement. Vous allez constater que, je prends le pointeur, là, au niveau du DHIS2,
on a plusieurs instances. Il y a ce qu'on appelle communément Andos, dont les données mensuelles sont saisies à l'intérieur. Il y a également la plateforme OneHealth. Désolé, il y a une erreur qui s'est glissée. Plateforme OneHealth qui est également une instance d'HIS2 et qui permet, en plus des maladies zoonotiques et d'autres pathologies en rapport avec OneHealth, le TLO également, le formulaire TLO a été implémenté. Et il y a également la plateforme de l'OAS qui est sous DHIS2, dont les pays également saisissent les informations pour permettre à la région d'avoir des informations. En plus du DHIS2, il faut noter qu'il y a EpiInfo également qui est utilisé au niveau de la direction de lutte contre la maladie pour faire un certain nombre d'analyses. Et il y a également les classeurs Excel qui est le plus utilisé parce que le système est basé surtout sur ça. L'information sanitaire appellent au niveau des districts tous les lundis et les districts font la compilation sur Excel et ils envoient à la région et la région également font le même travail que les districts avant d'envoyer au niveau central. Et il y a également la plateforme Stylab dont les données également du PALU sont saisies à l'intérieur. Voici juste pour vous donner un peu l'aperçu des données du paludisme qui sont saisies au niveau du Burkina Faso. De toute cette panoplie d'applications qui foisonnent, il faut dire qu'au niveau du Burkina, on a fait un certain nombre de constats pour dire comment il faut renforcer les compétences des acteurs, en particulier du ministère de la Santé, pour les permettre d'être opérationnels, en plus du paludisme qui est vraiment, qui constitue la première cause de mortalité et de morbidité, comment faire telle sorte que les acteurs puissent avoir toute la compétence nécessaire. C'est en cela que nous avons identifié un certain nombre de besoins. C'est quoi ces besoins? C'est-à-dire au niveau des formations sanitaires, même au niveau des autres structures, on a constaté qu'il y avait une insuffisance vraiment de compétences et de connaissances pour tout ce qui est système d'information, les médecines, et également, vous voyez qu'avec toutes ces bases de données qui sont verticalisées, il est impossible et difficile de parler souvent d'intelligence artificielle ou de big data parce que les bases de données sont un peu éparses. Comment faire de telle sorte que, même si nous avons des bases de données éparses, comment pouvoir mettre en cohérence toutes ces données. Et donc, également, on s'est dit, c'est important de capaciter l'ensemble des acteurs pour avoir toutes ces guisances. Et pour pouvoir faire cette capacitation, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de ressources qui sont nécessaires pour les former. D'abord, les ressources humaines, des personnes qui ont une très bonne capacité, notamment des épidémiologistes avec un très bon niveau, des acteurs qui ont des connaissances en sciences des données ou également en système d'information pour pouvoir renforcer les capacités des acteurs du ministère. Et ça va de pair avec la nécessité d'avoir un certain nombre de ressources matérielles. Et ces ressources matérielles, ça peut être notamment des bases de données, des serveurs qui pourront permettre de capitaliser toutes ces données et également des données financières. Et le dernier point, pour nous, c'était de voir quelles structures académiques pouvaient être mises en contribution, que nous allons voir par la suite, pour pouvoir former les acteurs de manière récurrente, de manière permanente. Et pour cela, nous avons proposé à une institut dont j'ai fortement fait, et j'ai été vraiment la cheville ouvrière pour les accompagner, pour qu'ils puissent mettre en place des formations de courte durée et des formations de longue durée. De ces formations de courte durée, nous avons mis vraiment l'accent sur la nécessité d'avoir des enseignants qui sont reconnus non seulement au niveau national et au niveau international pour fournir des connaissances qui pourront être vraiment utiles et utilisables pour les différents acteurs. Nous avons fait cette première expérience avec un institut privé et nous pensons à notre connaissance que c'est une des premières expériences en matière de renforcement de compétences et de connaissances sur la gestion des données. Voici de cette expérience, pour la formation longue durée, nous avons aidé à monter un master d'informatique médicale et des sciences des données. De ces masters d'informatique et médicale et des sciences des données, je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapositive. Voici un peu un certain nombre de modules qui sont développés à l'intérieur de ce master. Donc, dans ce module, ce que je peux dire, les enseignants, il y a des enseignants de pratiquement plusieurs pays. Il y a des enseignants qui sont en Europe,
Il y a un enseignant qui est au Japon, certains sont en Afrique centrale et certains également sont au Canada. Donc, c'est pour dire que véritablement, c'est un master dont les compétences, nous avons essayé de retrouver, de regrouper pas mal de compétences pour fournir ces enseignements à distance, dont je vais donner quelques précisions dans cette diapositive. Donc, nous avons aidé à monter ce master en 2019 et donc il y a plusieurs nationalités qui prennent part à ce master, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. La formation, nous avons fait de telle sorte que ça puisse permettre, même ceux qui sont fonctionnaires, puissent pouvoir suivre les cours sans beaucoup de pression parce que les cours sont enregistrés. C'est vrai que c'est en temps réel avec les anciens, mais c'est enregistré pour permettre à ce que les uns et les autres puissent encore télécharger les vidéos sans les perdre forcément à Ouaga, mais à distance. Après ce master, ça c'est l'une des dernières innovations également que nous avons montées, notamment une formation courte durée. Comme ce que je vous l'ai dit, nous utilisons beaucoup de HS2, beaucoup de bases de données qui sont verticales, qui produisent également des données, et également des données du paludisme, comme on fait pour les capacités. Donc, on a monté un diplôme universitaire. Donc, dans ces diplômes universitaires, il y a 3 grands modules qui sont dispensés pendant 5 semaines. Il y a le DHS2, on montre aux différents apprenants, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance DHS2 depuis l'installation jusqu'à la création des formulaires, la saisie des données, la création des tableaux de bord. Tout ça, on monte pendant 2 semaines. Après, encore, nous avons 1 semaine et demie pour aborder Power BI pour tout ce qui est installation, tout ce qui est chargement des données, et également tout ce qui est publication, et nous partons avec les langages spécifiques à Power BI. Et enfin, nous avons en fait 1 semaine et demie dont nous utilisons les données de l'enquête démographique de santé, qui sont des données de PALU de 2 semaines, et nous utilisons, que nous montrons aux apprenants en utilisant Stata ou R pour les montrer comment traiter les données, les variables, comment les analyser, et également comment utiliser la plateforme GitHub du DHS, du DHS pour, notamment en termes de code. Et enfin, on finit avec les tableaux de bord qui sont déjà préfaits au niveau de Stat Compiler. Donc, voici un peu la formation courte durée également que nous avons fait au profit des différents acteurs. Pour la formation longue durée, voici un peu ce que nous avons fait, même pour durée. Nous avons mis en contribution un institut de formation au niveau du ministère reconnu, au niveau du ministère de l'enseignement. Le profil des étudiants habituellement que nous avons, ce sont des étudiants en fin de cycle minimum pour t'inscrire pour le master, il faut avoir minimum la licence. Il y a des professionnels de santé et nous avons même eu, lors de cette formation, certains qui étaient des mathématiciens, nous avons des gestionnaires de données. Et dans ce master, voici pour la 3e année le profil des différents pays. Les étudiants viennent du Burkina, du Togo, la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la RTC, de la Djibouti, du Tchad, du Sénégal, de la Guinée, du Cameroun, du Mali et du Niger. Donc, voici un peu ce qu'on peut peut-être dire par rapport à ça. Pour le devenir des étudiants, ça qui est très important, nous avons pu constater pour le master, ils n'ont pas encore soutenu, mais pour le DU, fort heureusement, elle est très demandée parce que j'ai souvenance pour 2 étudiants de la Côte d'Ivoire qui, grâce à ces DU, ça les a permis évidemment d'être compétitifs et d'avoir intégré les instituts, les organismes internationaux à travers les modules qu'ils ont appris et après évaluation auprès de ces instituts. Donc ça également, on peut dire que pour le DU, véritablement, les étudiants s'en sortent très bien en termes d'approfondissement de leurs connaissances et également qu'ils arrivent à vendre. Et également, pour le master, il faut dire que pour le moment, les 2 cohortes, on a eu 47 personnes qui étaient inscrites. On fait tout pour ne pas prendre plus de 20 étudiants. Et la prochaine session est prévue, pour le DU, est prévue du 16 mai au 17 juin en ligne pour le DU. Et c'est 5 heures par jour, du lundi au vendredi, sur 5 semaines. Et nous utilisons également la plateforme e-learning, qui est une plateforme Moodle que probablement la plupart des uns et des autres connaissent. Maintenant, pour finir, je dirais que l'utilisation des données est un véritable challenge à tous les échelons du système de santé. Je ne crois pas que ça soit spécifique au Burkina. Également, nous constatons que les changements récurrents au niveau des différentes institutions
qu'ils soient au niveau ministère ou avec les autres partenaires, ces changements récurrents montrent qu'il est important de pouvoir continuer, d'avoir un système qui puisse continuer à renforcer la compétence et la connaissance des différents acteurs. Et nous avons également constaté qu'il y avait une insuffisance de la culture de l'analyse des données, parce que les uns et les autres, habituellement, c'est lors de leur formation académique, et ils n'ont pas eu le temps vraiment de faire la pratique, et nous faisons tout lors de ces sessions, que la formation soit plus pratique que théorique pour les permettre de vraiment de ressortir avec un grand bagage. Ce que nous faisons comme suggestion, c'est de pouvoir continuer à faire une évaluation tout au long des différentes formations et faciliter la révision des différents calendriers en fonction des contraintes institutionnelles pour favoriser l'inscription du grand nombre. Également, améliorer la capacité des acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de tous les pays. Ça, c'est vraiment très important pour permettre de prendre des décisions sur la base de données probantes. Et également, nous pensons que c'est important de mettre à niveau, les méthodes d'analyse statistique et de leur interprétation et de pouvoir de permettre aux différents ministères, aux différents acteurs de se les approprier, les méthodes d'analyse, et également savoir comment les interpréter et les utiliser pour une prise de décision. Et nous pensons que la connaissance avancée de ces outils d'analyse statistique et de business intelligence est indispensable et nécessaire pour améliorer la qualité, non seulement la qualité des données, et l'aide à la décision au niveau des systèmes de santé pour améliorer la santé de la population. Donc, voici un peu la présentation que j'avais à faire. J'espère que j'étais dans le timing. Désolé si probablement certaines parties n'ont pas été très, très précises. Je serai disponible pour apporter plus de précisions. Merci à vous. Merci beaucoup, Boukari, et merci pour cette présentation. C'était un très bon départ pour essayer de réfléchir à le renforcement des capacités en travaillant sur les données, et il se pourrait, et voir comment le Burkina Faso s'y prend. Savoir qu'il y a des outils et savoir que les gens qui peuvent participer à ces formations. Notre présentation suivante est Moussali, qui va présenter un outil développé par son équipe pour améliorer la compréhension des données sur le programme dans le domaine de GSI. Merci de participer à cette séance. Je travaille avec GSI essentiellement sur un projet PMI malaria. Ce projet aide les ministères de la Santé dans lesquels nous intervenons pour améliorer l'information du paludisme, sur le paludisme pour aider aux prises de décision. Comment est-on arrivé à cette application mobile? Nous avons réalisé que les organismes de santé collectent les données, et que ces données ne se traduisent pas par un retour d'information. Donc, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour qu'elle soit utile. Ces institutions de santé ont divers problèmes, mais quel que soit l'endroit où vous soyez dans le pays, vous avez trouvé des appareils mobiles, des tablettes, des téléphones avec une connexion 3 ou 4G sur tout le pays, dont la couverture est suffisante pour travailler avec ces outils. Et donc, nous avons développé une carte de score mobile pour aider les institutions de santé d'accéder aux informations sur le paludisme et d'augmenter l'analyse, avoir accès immédiat à l'analyse des données sur le paludisme et permettre de développer des plans d'action.
Et cela a été mis en œuvre et adapté au Madagascar et en Côte d'Ivoire. Et je vais donc vous montrer maintenant l'utilisation de ce mobile au téléphone portable à Madagascar. Notre approche visait à développer une carte de notation et un tableau de bord. Et nous voulions utiliser les indicateurs de l'OMS. Pour cela, lorsque on va dans les pays, chaque pays a des besoins d'informations différents. Et nous voulions aider les pays à sélectionner les indicateurs qui pensaient pouvoir identifier les cibles et de leur montrer comment y parvenir. Et aussi impliquer les administrateurs pour prendre contrôle de cette application dans la durée et leur permettre d'apprendre d'un district à l'autre pour savoir ce qui est important. Et pour cela, pour la durabilité de l'utilisation, nous voulions utiliser les mécanismes existants dans les coordinations des districts avec des rapports, des retours de statistiques et d'informations mensuels. La première chose à faire est d'évaluer comment les gens percevaient cette application et comment ils l'utilisaient. Mais les objectifs avec cette évaluation étaient de documenter l'utilisation de ces applis, identifier les utilisations et de comprendre la prise de décision au niveau des centres de santé. Ce que nous avons fait, nous avons considéré un contrôle expérimental avec un groupe où nous avons formé les fournisseurs des centres de santé pour cette appli. Et lorsque nous avions identifié qu'ils avaient des tablettes et la connexion 3 ou 4G. Et le groupe de contrôle qui n'était pas formé, qui ne connaissent rien de l'application et qui se débrouillent avec leurs propres mécanismes. Et puis, nous avons utilisé des méthodes qualitatives et quantitatives. L'échantillon que nous avons créé à cause du budget, nous avons décidé que dans le premier district, nous avons 42 centres de santé formés et avec une mise en œuvre du projet pilote et d'autres. Et parmi ce groupe, il y avait de 39 centres de santé, il y avait 27 groupes expérimentaux et 12 groupes de contrôle. Et comme je l'ai dit, nous avons fait des visites de supervision dans 39 centres de santé de ces groupes expérimentaux. Nous avons des outils que nous avons utilisés avec des questionnaires sur l'utilisation de l'appli mobile. Nous avons posé des questions sur l'existence des mécanismes de prise de décision et nous avons eu des groupes de discussion. La première chose que nous regardons lorsque nous évaluons, c'est par exemple la disponibilité ou l'accès à l'électricité.
Est-ce qu'ils ont des équipements? Est-ce que ils ont aussi accès à Internet? Ce que vous voyez ici, c'est l'Internet en fait filaire. La plupart d'entre eux, chaque groupe, la plupart d'entre eux ont des tablettes. Bien sûr, le groupe de contrôle, on s'attendait à cela parce que c'était justement l'un des critères de sélection. Et donc, il y avait aussi la moitié des centres de santé avaient aussi donc accès à des smartphones. Donc, quand on leur a demandé quels étaient les mécanismes qu'ils utilisaient pour identifier les programmes, ils ont tous dit que c'était des révisions de données avec des travailleurs de santé communautaires. Et ensuite, là où on a mis en œuvre cette appli Malaria Mobile, ils avaient aussi, donc la moitié de ces centres de soins les utilisaient pour identifier justement s'il y avait des problèmes. Euh, C'était seulement pour le paludisme. Pour les autres programmes, peut-être qu'ils n'utilisent pas cela. Et aussi, certains d'entre eux étaient limités, même si ils avaient par exemple le 4G, le 3G ou le 4G. Les tablettes, c'était une version 5 ou moins. Donc, la vitesse de téléchargement pour télécharger cette application, ça prend du temps. En fait, c'est la vitesse d'Internet qu'ils avaient ne permettait pas cela. C'est insuffisant pour cela. C'est pour cela qu'on a seulement la moitié des centres de santé où on a mis cela en œuvre. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour réviser les données? Comme on a pu le voir, une grande partie ont déjà l'appli qui a été développée par l'OMS. Les autres utilisaient l'appli Malaria Mobile. La plupart d'entre eux, même s'ils n'utilisaient pas tous le mobile, quand ils révisent les données, ce n'est pas seulement pour le paludisme, ils le font aussi pour tous les programmes. C'est pour cela que même si le groupe de contrôle utilisait les outils de collecte de données, par exemple le signalement, les outils de signalement de cas, etc., eh bien, il y avait un endroit où ils pouvaient saisir manuellement signaler ces cas. Alors, en ce qui concerne les résultats de cette expérience, eh bien, on peut dire que 22% d'entre eux ont visualisé les résultats. 37% d'entre eux ont dit que c'était facile d'utilisation avec une disponibilité d'Internet. Ça, c'était seulement 3 mois après, parce que cette application a été mise en œuvre. Et en novembre, désolé, dit l'intervenant, en novembre, on a pu donc avoir une meilleure idée de la perception. Ensuite, 33% aussi ont dit que cela leur facilitait la prise de décision. Et ce qu'on a retiré aussi du groupe de discussion, donc l'utilisation de cet outil Malaria, lorsqu'on évalue cela, eh bien, on se rend compte que finalement, la manière, l'accès à l'information, à quel point c'était important, à quel point c'était utile pour eux d'avoir accès à cette information afin de pouvoir visualiser la performance ou alors de visualiser les tendances, de pouvoir aussi avoir accès aux données, visualiser ces données pour des prises de décision. On a fait ça donc entre novembre et février. Vous pouvez voir les chiffres par vous-même. Et donc, d'autres choses, quand on leur a demandé, par exemple, quelles sont les applis mobiles, comment est-ce que cela affecte les services, ils ont dit que cela améliore la prestation de service. Ensuite, quand on a fait la première évaluation, le district a pris ces résultats pour faire un plaidoyer pour une augmentation de l'Internet, d'avoir accès à des tablettes. L'OMS a réagi immédiatement en tant que partenaire. Et pour les 42 centres de santé, de nouvelles tablettes ont été disponibilisées 3G afin qu'ils puissent utiliser cela. Et c'était issu des fonds globaux.
c'est l'unité de partenaires au sein du ministère. Et c'est aussi un travail en collaboration avec le programme international sur la malaria pour mettre en œuvre cela, ou en tout cas du moins pour élargir cette application dans les régions qui étaient soutenues par ce projet. Et vous pouvez voir qu'une grande personne, et il y a eu donc ces résultats, et cela, on peut bien sûr souligner l'importance de cela. À chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut développer un plan d'action. Et vous pouvez voir les chiffres ici par vous-même. Maintenant, si vous regardez, en février, 33% des recommandations qui figuraient sur le plan d'action et les centres de santé. Et donc, vous pouvez voir les chiffres par vous-même. Alors maintenant, lorsqu'on examine les applis, à partir donc de cette ligne de référence, cette base de référence, vous pouvez voir à quel point les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'était le 13e centre de santé. Parce que cette carte de pointage peut montrer les scores de chaque performance. Quand c'est rouge, c'est une action urgente. Quand c'est en jaune, c'est important, ça améliore un peu. Quand c'est vert, c'est une bonne performance. Et ensuite, si vous regardez, par exemple, la 3e ligne, à ce moment-là, on peut voir 2 cas de malaria. C'est le nombre de cas de malaria qui ont été dénombrés entre 6 et 13 ans. Ensuite, si on regarde la performance, est-ce que c'est une question liée à la performance ou est-ce que c'est autre chose? Parce que les données, la qualité des données parfois est un problème. Donc, quand ils se sont rendus compte que c'était une question de qualité des données, eh bien, le centre de soins pouvait corriger cela facilement. Et donc, si on regarde, en ce qui concerne l'appli, on peut voir que beaucoup de centres de santé font des progrès à ce niveau-là. Et le district travaille de pair avec le centre de santé. Alors, en guise de conclusion, on a pu donc voir que les indicateurs sélectionnés pour ce tableau de bord sur le paludisme, ainsi que cette carte de pointage, cette appli mobile de carte de pointage a permis un suivi de la prévention du paludisme, a permis aussi le testage, le traitement, et a en fait contribué à améliorer l'accessibilité aux données. Cela a donc au final amélioré la qualité de prestation des services. Alors, la recommandation, c'est d'augmenter la disponibilité de matériel ainsi que d'équipements pour pouvoir faire un meilleur usage des applis mobiles. Et il faut aussi améliorer les applis mobiles, les résultats, ou en tout cas l'affichage des résultats de ces applis mobiles. Donc, si vous regardez la carte de pointage maintenant, on ne peut pas le montrer maintenant ici, mais c'était un lot des résultats qu'on a identifiés. Et d'autres applications futures, ça peut être d'élargir l'utilisation de ces applis mobiles et d'améliorer l'accès à l'Internet mobile, de plaidoyer aussi pour la disponibilité ainsi que l'utilisation, par exemple, de tablettes usagées dans leur version Android, de réviser l'analyse concernant l'information sur la malaria pendant les réunions de coordination de districts et de regarder donc le plan d'action, la culture d'avoir des plans d'action là où les problèmes sont identifiés. Il faut aussi augmenter la redevabilité ou la responsabilité des fournisseurs ou prestataires de services de santé afin d'améliorer la performance et les résultats. Désolée, j'ai un petit peu outrepassé mon temps. Merci. C'était excellent. C'était très intéressant. Vous avez transmis des données très intéressantes par rapport à la manière dont ces données sont consommées justement sur le terrain et ça, c'est très utile à tous. Alors maintenant, nous allons parler
des tendances sur le terrain. Notre troisième intervenant va parler d'une question qui est souvent soulevée. Comment est-ce qu'on peut le mieux utiliser les données? Et il y a une question qui est liée aux données, eh bien, c'est la qualité de celles-ci. Quels sont les outils pour identifier les données? Il va nous montrer des méthodes avancées qu'il a développées afin d'évaluer la qualité des données. Vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous voyez bien ma diapo? Tout à fait. Merci pour cette introduction, pour cette présentation et merci de vous joindre à moi. Donc, je travaille avec UNICEF au sein de différents projets d'analyse. On s'est concentré sur les analyses intégrées. Aujourd'hui, je travaille avec des questions de qualité des données et comment peut-on ajuster ces données manquantes. Alors, comme nous le savons tous, les qualités manquantes sont un problème commun. Et cela est un phénomène qui est présent au niveau de tout type de données. Donc, il s'agit d'un échantillon ici. On voit clairement ce qui se passe et, en ce qui concerne les données manquantes. Mais il apparaît ici y avoir un problème avec 20% de ces valeurs. Et différents autres indicateurs de santé peuvent avoir différentes valeurs manquantes et différents schémas de données manquantes. Donc, on a fait cela d'une façon systématique afin d'ajuster les valeurs manquantes à travers des centaines d'indicateurs. Cependant, même si les valeurs manquantes sont un problème tellement commun, eh bien, une révision a trouvé que 75% des documents publiés, des études publiées qui incluent les données ARHIS, n'avaient pas pris compte de cela dans leurs études. Et donc, il manque notamment les stratégies de mutation. Il y a certains centres de santé qui ont été tout simplement inclus. Par exemple, beaucoup de documents sur papier n'ont pas été tenus en compte. Donc, cet exemple, il s'agit d'une série de temps interrompus. C'est un exemple d'analyse. Et donc, par exemple, on veut évaluer l'effet d'une intervention en particulier dans le cadre d'une politique, par exemple, d'une épidémie. On utilise l'ITS dans cette situation pour comparer ce qui a été observé après l'intervention et on compare cela à ce qui serait arrivé dans l'absence d'une intervention. Et c'est comme ça qu'on peut voir les effets. Et entre ce qu'on observe par rapport à ce qui s'est passé, on voit donc une différence au niveau, au niveau du niveau. Et donc, alors, on voit comment est-ce que cela peut affecter nos conclusions. La ligne noire ici représente le changement de niveau réel si on utilise les données complètes sans aucune valeur manquante. Et ensuite, on a fait exprès pour établir 15% de ces valeurs et faire comme s'il manquait. Et ensuite, on a estimé cela, à quoi ressembleraient les données avec 15% de données manquantes, les valeurs manquantes. Et donc, on a utilisé la méthode d'exclusion, la ligne en violet qui est... En fait, cela a produit un résultat biaisé. De plus, on a aussi utilisé d'autres paramètres de valeurs manquantes. Et comme vous pouvez le voir ici, sur la base de cette étude de cas, vous avez la méthode. Cela, en fait, nous fournit donc des informations raisonnables. Alors, bien sûr, ces éléments sont plutôt avancés, mais on peut penser aussi comment est-ce que ça peut être mis en œuvre assez facilement avec juste une ou deux lignes de code.
Et donc ici, cela est listé et est énuméré ici. Nous recommandons d'utiliser des méthodes de gestion des données plutôt que de remplacer tout avec une moyenne ou alors d'exclure cela. Alors, parmi ces 4 méthodes, nous avons pu constater que cette stratégie a permis de mieux compenser ces manques. Il s'agit en fait de données parce que nous avons en fait ici la comptabilisation de tous les patients ambulatoires et donc et même avec cette méthode, je compare 6 et 7, et voilà, la structure des données sera tout de même utile pour pouvoir donner une idée, une estimation assez constante. Par exemple, si vos données sont comptabilisées ici, et on imagine ici un système multiniveau, s'il y a d'autres types de données primaires, peut-être que vous allez utiliser le modèle d'imputation multiple. Alors ensuite, vous pouvez utiliser aussi ces 2 autres méthodes et je recommande la publication de cela en ce qui concerne les valeurs manquantes. Si vous êtes intéressé par cela, alors juste rapidement, on va examiner comment est-ce que ces méthodes ont performé. Alors ici, il y a différentes proportions de valeurs manquantes dans les données. Alors la conclusion ne change pas beaucoup, mais comme on peut le voir ici, les 2 méthodes les plus populaires, l'imputation moyenne et l'imputation IM, permet d'avoir une estimation avec des valeurs à 5%. Lorsque la proportion augmente et passe à 30% de valeurs manquantes, eh bien à ce moment-là, ça c'est assez fréquent d'ailleurs, dans les différents groupes de données, eh bien, à ce moment-là, il y a un résultat biaisé. Cela souligne l'importance de comprendre vos structures de données. Voilà, quels sont les messages à retenir? Eh bien, on peut dire que il faut y penser à 2 fois avant d'exclure ou de rejeter des données. La façon la plus fréquente, c'est une exclusion. Et vous pouvez, par exemple, on s'est rendu compte aussi que le fait de faire comme si ces données faisaient partie de la moyenne, eh bien, cette méthode ne fonctionne pas. Et c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très bien comprendre la structure de vos données. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on a 15 minutes qui nous restent pour donc des questions-réponses et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci, c'était très intéressant. Et donc, alors, on va maintenant discuter donc on va discuter de ces 3 présentations. Et nous allons voir ce qui se passe. Merci beaucoup, Grégoire, d'avoir partagé ces informations. Et donc, je vais ensuite formuler mes commentaires. Je pense que cette séance, nous avons utilisé des données de routine et donc, et au sein de notre système de santé, nous pensons toujours à la malaria telle que, en fait, on pense à la malaria comme étant une maladie qui a souligné le besoin de recourir à des données granulaires et donc la quantité des données aussi. Et donc, on va se concentrer sur cela. On a vu 3 présentations aujourd'hui et en fait, cela souligne l'importance
de la qualité des données, mais on s'est rendu compte que la qualité des données parfois n'était pas suffisante. Et donc, je pense que c'est important d'utiliser des données pour des objectifs de santé. Et donc, les 3 séances ont finalement souligné différents aspects de cela. Au Burkina Faso, on a vu qu'il y a un besoin pour davantage de formation pour les personnes qui utilisent ces données. Et ce qui était intéressant à voir, c'était aussi, par exemple, de s'assurer que les systèmes d'éducation, les formations sont complémentaires pour justement pouvoir former le personnel. Ensuite, la présentation de Dr Moussali qui a présenté son travail avec au Madagascar. Eh bien, parfois, des choses tellement simples comme la visualisation des données, le fait de fournir des outils, tout cela peut être très, très utile. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, intégrer certaines stratégies comme cela pour faire en sorte que ces données soient plus utiles et plus efficaces? Et une autre chose importante, c'est de mieux comprendre certaines difficultés méthodologiques. Les données auxquelles on a affaire sont différentes. Les données qui viennent, par exemple, de sources plus traditionnelles, telles que, par exemple, des sondages faits auprès des ménages. Je pense que cette présentation a vraiment souligné le besoin de mieux comprendre justement les données et aussi de développer des paquets, on va dire, ou des outils qui vont aider les parties prenantes à mieux les utiliser. Donc, je pense que finalement, tout cela tient debout. Et ça a été bien de voir davantage d'intérêt envers les données agrégées qui peuvent venir des niveaux locaux pour traiter justement des problèmes tels que le paludisme. Mais au fur et à mesure où on avance, eh bien, il faut voir quel sera le prochain niveau. Une chose est sûre, on a besoin d'avoir une meilleure compréhension et d'appliquer aussi une méthode centrée sur l'usager. Donc, je pense que l'objectif, c'est maintenant de passer à une session questions-réponses. Et donc, je veux tout simplement remercier tous les intervenants pour leurs excellentes présentations. Merci, c'était vraiment bien de bien rassembler tous ces points. S'il y a des questions à venir de nos auditeurs, vous pouvez lever la main également. S'il n'y a pas de questions, peut-être je peux poser une question à Boukari et Moussa en lien avec la présentation de Aaron, avec les références avancées en ce qui concerne la gestion des données manquantes, des points manquants. Vous deux, Boukari et Moussa, sont impliqués dans l'utilisation des données. Que pensez-vous de l'utilisation de ces données et l'amélioration, le raffinement de ces données pour le travail sur le terrain? Boukari, peut-être? Oui, et vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ouais, désolé, il y a beaucoup de bruit. Je suis en train de prendre mon vol, mais ce n'est pas bien grave. Je pense que j'aurai le temps de répondre à certaines questions et avant de finir mes formalités. Et ça, je pense que ce que vous avez posé comme question par rapport au raffinement des données, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Oui. Oui, la question est comment est-ce que tu penses utiliser les méthodes pour travailler sur les données manquantes dans la routine, dans ton travail en routine? Ouais, ça c'est une très bonne question. Et d'abord, pour les données manquantes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes de comblement des données manquantes. Mais son utilisation, et comme on le dit souvent, hein, d'abord, la donnée doit être d'abord utile là où elle est collectée. Avant même que ça puisse être utile au niveau supérieur, il faut qu'au niveau du point de prestation, d'abord qu'elle soit valide, elle soit spécifique et puis elle répond à l'ensemble de tous les critères de validité des données. Maintenant, par rapport à son utilisation depuis les points de prestation, ce qu'on a pu constater, c'est que les acteurs sont plus des opérateurs de collecte que des utilisateurs de données. Et ça aussi, c'est bien dommage. Et à ce moment, je pense que, de mon point de vue,
Il faudra que depuis ce niveau, les niveaux primaires, que la collecte des données, d'abord que ça puisse être bien organisé pour éviter la duplication, pour avoir des données de qualité. Parce qu'une fois qu'on a des données de qualité, la deuxième chose, de mon point de vue, et je pense que c'est essentiel, c'est de veiller à ce que les acteurs qui ont collecté les données puissent les analyser et puis les interpréter. Et d'abord, s'ils arrivent à les collecter, pour les analyser et puis les traiter, c'est sûr qu'il faut passer par une phase de correction. Et c'est de cette correction qui va permettre d'abord de réduire même tout ce qui est données aberrantes, données manquantes, et permettre de pouvoir maintenant faire des analyses à partir de sources de données vraiment fiables. Mais si on n'arrive pas à faire tout ça et qu'on se retrouve en face de multiples bases de données où il faut faire la mise en cohérence et utiliser une source de données avec une base de données avec de multiples sources, et à ce moment, on va se retrouver en face soit de données manquantes, de données aberrantes qui vont nécessiter à ce que ces données puissent être comblées. Maintenant, si c'est à ce niveau pour que les données puissent être comblées de mon point de vue, et si au niveau primaire, les gens ne sont pas capacités pour pouvoir utiliser les méthodes de comblement des données, il faudra forcément, honnêtement, de mon point de vue, que les gens puissent être capacités pour connaître les méthodes de traitement, d'analyse des traitements des données, pour que l'information qui va être issue de ces données puisse être des informations vraiment fiables et utiles pour une meilleure prise de décision. Voici un peu de manière rapidement ce que je peux répondre par rapport à l'utilisation des données, sachant bien que souvent nous avons des sources de données qui sont multiples et ça n'arrange véritablement pas l'aide à la décision parce qu'il faut forcément faire ce traitement des données dont elle a posé la question, qui est une question vraiment très, très capitale, surtout dans nos contrées. Merci. À vous. Merci beaucoup. Moussa? Si vous voulez aller éclairer un petit peu ou réfléchir un peu plus davantage sur ce niveau supérieur d'agrégation et comment cela se cadre avec votre expérience. Merci Grégoire. Si je me penche sur cette application que nous avons développée, comme Boukari l'a dit, la première chose, c'est que pour ceux qui collectent les données, c'est qu'ils puissent y accéder pour prendre des décisions. Un accès à ces données en temps réel, ce qui veut dire que DHIS2 est la plateforme qui est utilisée. S'il y a la possibilité d'utiliser l'Internet avec la G3 et la G4, 4G et 3G, et en utilisant cette carte de score, lorsqu'on voyait qu'à un moment où il y avait 170 000 cas de paludisme, et 3 mois plus tard, en 3 mois, il y avait 420 cas. Et ça, il faudra que je revienne sur ce point des données manquantes. Est-ce que c'est une sous-performance ou est-ce que c'est un problème de données? Et pour cela, il faut réexaminer les données. Et ça, ce qui est réalisable, c'est ce que les centres peuvent faire. S'ils peuvent accéder au système, ils peuvent examiner les données et c'est là qu'ils peuvent faire un recomptage et revoir les agrégations. Donc ça, c'est à niveau des districts, même avant que les données soient validées. Et le même processus peut être utilisé lorsqu'il y a des données qui indiquent une forte sous-performance. Peut-être que l'on peut songer à des données manquantes et d'avoir cette opportunité d'agir pour être sûr que les chiffres sont correctement signalés, qu'ils sont sursignalés ou sous-signalés, et que ça soit
même au niveau des communautés. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Il nous reste 2 minutes. Et je vois que Aaron a répondu à une question, si vous voulez vérifier. Aaron, la dernière question. Je vois qu'il n'y a pas de main levée. Donc, votre présentation, Aaron, a été très intéressante. Diriez-vous que il faudrait apporter cette utilisation sur le terrain avec une utilisation routinière en réfléchissant à votre approche, à vos remarques? Oui, c'est mentionné ici aussi dans la boîte de chat que les données manquantes. Je pense qu'il est commun que les équipes de recherche n'ont pas ces capacités de performance des tâches statistiques. Maintenant, nous développons un package pour analyser les valeurs manquantes, le type d'évaluation qui pourrait être mise en place d'une manière très simple avec une interface conviviale. Donc, je vous encourage à garder l'œil sur notre prochain package. Et une façon très pratique de partager ces résultats. Effectivement, il est l'heure de conclure notre séance. Et Karen, peut-être vous pouvez apporter vos derniers mots pour cette séance. Oui, ravi de l'opportunité. Beaucoup de questions sur la manière d'améliorer et d'utiliser la science de manière et la rendre plus accessible. J'espère que des conférences comme celle-ci peuvent aider justement à construire des ponts entre la science et les applications pratiques, avoir organisé des formations, et il va falloir continuer à construire cet écosystème de données, savoir qui a besoin de formation et qui va le fournir. De nombreuses questions qui ne pouvaient pas trouver de réponse dans cette séance, et j'espère qu'à l'avenir, nous allons pouvoir fournir de meilleures réponses à ces questions. Merci Karen. Merci à tous de votre attention et de votre participation à cette séance. N'hésitez pas à contacter nos participants qui seront, je suis sûre, ravis de répondre à vos questions, apporter des éclaircissements. Merci à tous.